Bonsoir, chers amis téléspectateurs, excusez-moi. Je suis très heureuse de vous retrouver je n'ai pas compté le nombre d'émissions que nous faisons depuis déjà quelques années, mais enfin nous approchons de la fin de cette année 2014 et donc je vous présente la dernière pour 2014 et puis on verra en 2015 si les choses continuent comme elles ont commencé. Donc je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur une thématique peut-être qu'on ne traite pas beaucoup dans nos télés, mais enfin, je ne sais pas, vous le verrez, c'est la thématique du comment nous construisons l'imaginaire de nos enfants, ou alors quel rôle le conte joue-t-il dans la construction de cet imaginaire. Alors c'était une thématique qui fait un peu intellectuelle, mais vous verrez, nous allons parler de choses très banales. Nous avons des invités qui s'y connaissent, qui ont travaillé le sujet, et puis, de mon côté, je vous proposerai mes réflexions, parce qu'il me semble que nous sommes actuellement dans des questionnements sur nous-mêmes, sur notre société, sur notre jeunesse. Nous nous plaignons beaucoup qu'elle soit violente. Nous-mêmes, je ne crois pas que nous le soyons moins. Et donc, nous avons à débattre, à chercher, puisque nous cherchons à comprendre aussi la structure de notre personnalité. Nous avons à essayer de comprendre, de faire intervenir les facteurs qu'il faut interroger pour comprendre les dysfonctionnements de notre société actuellement, en dehors du fait que la crise bat son plein et que nous sommes un petit peu malmenés dans notre petit bateau. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de l'imaginaire dans notre société. Nous la mettons souvent à toutes les sauces et l'imaginaire à toutes les sauces, et puis nous avons des discours, peut-être aussi des littératures qui nous évoquent cette part de nous-mêmes et qui nous donnent le sentiment que nous en savons quelque chose. Mais je me suis finalement posé la question de savoir ce qu'était l'imaginaire pour nous et comment il était construit, ce qu'on en faisait, et puis quelles répercussions ce que nous en savions avait sur la façon dont nous construisions nos vies ou bien nos rapports à cet imaginaire, justement, puisque nous sommes versés dans une culture de l'assimilation, et j'ai l'impression que parler de l'imaginaire, c'est peut-être éviter de comprendre véritablement comment elle fonctionne à cheval sur deux cultures, si tant est que la nôtre a une existence à nos yeux, en tout cas une existence effective dans nos manières de fonctionner. Alors, pour moi, dans ces dysfonctionnements-là, dans ce qu'on observe dans nos sociétés, il y a probablement des phénomènes qui sont à rattacher aux modalités de construction, ou peut-être de défaut de construction, de notre imaginaire collectif. Quand je parle de difficultés ou de modalités de construction, j'entends qu'on va interroger notamment le conte, ou en tout cas, si vous voulez, ce qui dans nos cultures perpétue peut-être des modes de faire, de penser, d'agir, d'entretenir le lien social qui ont des racines dans le système esclavagiste, dans la plantation, et qui sont contre-productifs dans notre manière de vouloir créer du lien, ou en tout cas de vouloir sauver ce que nos ancêtres ou nos aînés nous ont légué, c'est-à-dire une vision, une conception de la solidarité qui était très étroite et qui faisait que même en temps de grosses perturbations sociales, eh bien, nous tenions le cap, nous gardions le cap, et en ce moment nous avons l'impression d'une société qui se délite, mais il y a probablement à interroger un certain nombre de fonctionnements justement de notre collectivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par imaginaire collectif? En anthropologie, cela concerne l'ensemble des représentations mythiques d'une société. Ça veut dire que, puisque nous nous intéressons aux contes, nous allons aussi devoir nous intéresser aux mythes. Quels sont les nôtres? En avons-nous? Et puis qu'est-ce que nous en faisons? Et à quel niveau de notre discours, de notre
dans notre littérature, etc., ben ces mythes sont présents et puis comment voilà, ils influent sur notre vision, justement de la vision que nous avons de notre collectivité qui serait une collectivité spécifique, sauf que ben, dans le discours politique et dans le quotidien, bien, nous sommes justement dans l'assimilation et peut-être qu'il y a quelques troubles qui nous viennent, nous vivons quelques troubles qui nous viennent du fait que justement nos mythes sont écrasés par les mythes de la civilisation plus puissante qui nous domine. Alors nous allons tenter de vous livrer quelques éléments de réflexion pour déflorer un objet qui nous reste quelque peu méconnu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons l'aborder, cette problématique, peut-être que nous aurons l'occasion de vous en dire, de vous parler de cette thématique du mythe et de la construction de l'imaginaire sous d'autres formes. Mais aujourd'hui, nous allons l'aborder par l'intermédiaire du conte. Et pour cela, j'ai réuni autour de moi donc, quelques invités. Bon, il y en a une de la bibliothèque Schellcher qui n'est pas là. Je pense que, voilà. Elle a oublié le rendez-vous, je suis désolée pour nous. Et puis, donc, une universitaire, une écrivaine donc, qui écrit pour les enfants, et puis un homme total qui a aussi un don prodigieux du dessin qui va se présenter à vous. Et donc, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée en notre compagnie, en leur compagnie. Et puis, si vous avez envie de nous faire remonter vos impressions, vos remarques, eh bien, envoyez-les à Zouk TV. La télé a une boîte email, c'est rédaction Zouk. Je crois que c'est gmail.fr. Voilà. Donc, faites savoir vos remarques si vous en avez envie. Alors, donc, je salue maintenant mes invités. Je commence par voilà, Milka, vas-y, oui. Présente-toi aux téléspectateurs. Alors, Milka Valentin, et donc je suis maître de conférence à l'UAG. J'enseigne la civilisation les civilisations hispano-américaines et caribéennes, et j'ai effectivement travaillé sur le conte, hein, comme dit Madame Smeralda. Ça a été l'objet de ma thèse de doctorat, et donc voilà, j'ai quand même un niveau de connaissance là-dessus, et j'essaierai de vous apporter quelques éclairages. Voilà. Alors, c'est bien pour cette raison que Madame Valentin est avec nous, c'est parce que justement, elle a produit une réflexion, et ce vers quoi nous voulons vous mener, c'est justement de réfléchir sur la teneur de nos contes, qui ne sont pas des contes pour enfants, et peut-être que ça va être l'une des plus grandes surprises, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé en tant que tel, en tant que conte, qui ne sont pas écrits pour des enfants, mais qui ne sont pas racontés non plus. Même si les enfants les écoutent, mais ce ne sont pas des contes pour enfants au sens où on l'entend par exemple dans la tradition africaine, dans laquelle le conte est un élément d'éducation, de pédagogie fondamentale. Voilà. Alors, voilà, voilà. Madame Christophique. Bonsoir, donc je suis Fabienne Christophique, donc auteure martiniquais en littérature de jeunesse. Donc j'écris effectivement des aventures avec des personnages qui vont faire partie de collections. Donc on pourra découvrir un petit peu un vécu de notre époque avec des vestiges du passé. Dans mes ouvrages, on va beaucoup retrouver le partage avec la famille, les amis, la nature, l'environnement et la culture, les traditions aussi à venir. Des valeurs traditionnelles. Tout à fait, des valeurs traditionnelles, voilà. D'accord. Alors, Monsieur Relouza. Oui, bonsoir. Donc Christophe Relouza, alias Tito. Donc Tito, c'est mon nom d'artiste. Voilà. Et artiste illustrateur, graphique et aussi plastique. Voilà. Donc je fais un travail surtout sur la recherche des images de façon à enrichir en fait le paysage pictural et proposer aussi des approches comment on va dire, plus prononcées sur des détails, en fait, sur des traits très caractéristiques de notre société, de notre communauté,
voilà, afin qu'elle puisse aussi trouver un écho ou un miroir en consultant voilà, les illustrations des livres. Alors pour l'instant, je travaille avec Mme Christophique sur justement des scènes de vie, donc la collection de Madi. Et nous avons déjà aussi collaboré pour Isis. Oui. Donc voilà. Alors je vous signale que Christophe Relouza est le père de Isis. C'est le petit ouvrage que j'ai écrit à l'adresse des ados. Donc vous voyez, ça c'est sa plume. On dit ça pour un dessinateur? Sa plume, son pinceau, mais moi c'est du crayon ou du charbon. Du crayon, c'est son crayon. Ça c'est son crayon. C'est à l'ordinateur. D'accord. Donc vous voyez le dessin là. Et puis on peut montrer aussi Madi. Madi c'est son invention aussi avec voilà, les dessins de est-ce qu'on peut voilà, faire zoom sur peut-être que vous voyez, mais dans le commerce de toute façon vous trouvez Madi, hein, puisque vous en êtes à combien d'exemplaires, combien de, comment on dit, c'est une série, c'est une collection. Une collection. Donc, nous sommes à 2 tomes de Madi, donc le premier l'anniversaire de Madi et le deuxième Madi au jardin. Voilà. Et nous préparons le 3e. D'accord. Ok. Bon, ben voilà, ce sont les petites productions, mais il aurait fallu vous montrer tout le travail de Christophe. Peut-être qu'un jour on va le recevoir en tant qu'artiste, parce que c'est un artiste peintre également, qui a déjà exposé à la bibliothèque Schellcher, et puis peut-être dans d'autres lieux, qui est le patron de Asubad. Une société, non? Enfin, oui, patron, chef de projet. Chef de projet. Et directeur du chantier, puisqu'il y a un projet extraordinaire. Un projet de développement économique, en tout cas au niveau lobby et conseil ou participation. Et puis un chantier d'insertion qui est une composante du projet global. Centré sur le bambou, avec tout ce qu'on peut, toutes les déclinaisons possibles de cette culture, du bambou, etc. Voilà, je vous ai présenté nos 3 invités. Nous avions Madame Mirande de la bibliothèque Schellcher, à section enfants qui était prévue, mais voilà, je pense que je ne l'ai pas rappelée et elle n'est pas là. Je suis désolée pour cela parce qu'elle est dans un rayon où elle aurait pu nous dire comment les enfants lisent, quels sont leurs choix d'ouvrages, quelle tranche d'âge se présente à la bibliothèque, quel public aussi. Parce que vous savez que nos petits Martiniquais ont du mal à aller en bibliothèque. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va vous projeter un petit micro-trottoir pour les questions qui ont été posées, c'est voilà, comment est-ce que les parents conçoivent, comment ils conçoivent le livre dans la vie de leurs enfants ou bien dans leur vie avec celle des enfants. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose et on vous retrouve tout à l'heure. Beaucoup lire. Les enfants en général doivent beaucoup lire. Non, je n'inscris pas à la bibliothèque, non. Parce que avec Internet, les enfants ils n'ont vraiment plus besoin, vraiment plus, je ne sais pas s'il faut le dire, mais ils n'ont presque plus besoin des livres à la bibliothèque. Ils font directement la recherche sur Internet. Alors, est-ce que vous leur lisez des histoires? Oui, ça m'arrive. Mais c'est pas souvent, comme je disais, quitte à me répéter, Internet sert à ça. Oui, c'est sûr que ça reste un bon moyen, surtout au niveau du langage, la façon de s'exprimer, surtout l'orthographe aussi. Ça apprend toujours à savoir comment écrire, vu que maintenant il y a le langage SMS. Donc la lecture, oui, ça aide beaucoup. À la bibliothèque, oui, c'est pas trop loin de la maison, ils peuvent y aller à pied, sécurité, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu inscrirais tes enfants dans une bibliothèque? Pourquoi pas? Si ça peut être utile, bien sûr. Ouais. Mais je pense, d'elle-même qu'elle ira seule. Alors, la jeune fille, elle est très lecture, elle aime ça. Donc, l'inscrire, je pense qu'elle est déjà inscrite en elle-même. Ça m'est arrivé, Ça m'est arrivé de lui lire des histoires. Comme dites les mamans. Normalement, oui, C'est très instructif, évolutif. Un enfant a tout intérêt de lire, parce que c'est un moyen de développement, de communication, de connaissance et tout.
il y a des enfants qui vont toujours à la bibliothèque. Notamment, je regarde ma fille, elle va à la bibliothèque, elle récupère ses bouquins, puis elle fait sa lecture à la maison. Il y a des enfants, je rencontre aussi des enfants qui vont pour pouvoir travailler, qui vont lire leurs livres, qui vont travailler. Il y a du monde qui vont toujours à la bibliothèque. Il y a des enfants qui vont à la bibliothèque. En plus de ça, ils font des ateliers pour les enfants aussi. Il y a des ateliers de lecture, de jeux, etc. Ils font beaucoup de choses à la bibliothèque pour les enfants, notamment pour les enfants. Oui, ça m'arrive de lire des histoires pour Maëlle le soir. Bon, avant, je le faisais tous les soirs, mais là maintenant, elle a grandi. C'est lorsqu'elle me demande « Maman, ça fait un moment que tu m'as pas fait d'histoire, tu m'as pas lu un livre. » À ce moment, je le fais volontairement, puisqu'il y a le livre là tout près. Donc, ça se fait. Non. Il a déjà 16 ans et puis il n'est pas intéressé avec Internet. Bon, c'est pas évident maintenant. Oui, c'est la meilleure solution pour occuper les enfants. Eh bien, les lectures, il faut lire. C'est la lecture, il faut. Pour que mon enfant soit premièrement intelligent et en même temps pour qu'il puisse développer son esprit. Quand normalement plus tard, je ne sais pas même, quand normalement il sera avec ma famille ou bien d'autres gens, quand les gens discutent avec lui, au moins ils savent ce qu'il doit dire pour qu'il ne soit pas un peu, je mens pas, je suis un homme, mais pour qu'il ne soit pas un peu con. Voilà, merci à la technique. Je ne sais pas, vous voulez réagir de manière très spontanée? Bon, les invités n'avaient pas vu ce micro-trottoir, donc je ne sais pas, Melka? Oui, apparemment les gens sont conscients du fait que la lecture est quelque chose d'intéressant pour les enfants, mais on se rend bien compte quand même que les nouvelles technologies ont l'air d'évincer la lecture. Le livre. Et donc, on doit se battre effectivement contre ça, puisque c'est vrai que la lecture quand même, et par rapport aux nouvelles technologies, la lecture est quand même déjà a plus d'efficacité, parce qu'il y a aussi le contact avec le livre qu'on a, et qui est presque un contact affectif. Et alors que l'on n'a pas ce style-là avec l'ordinateur ou encore. Mais enfin, lire sur Internet, c'est pas facile non plus. Non, mais même lire sur Internet, c'est pas du tout. On avait fait une émission, ici avec des bibliothécaires et j'avais montré, justement parce que les neurosciences nous éclairent là-dessus, j'ai montré que le circuit de la lecture dans le cerveau est d'abord très complexe, et puis c'est dans un cerveau qui n'a pas l'habitude de la lecture, les premiers contact avec le livre et le déchiffrage même des mots, etc., c'est difficile. Et on le voit très clairement, un cerveau de personne qui a lu et qui sait lire, qui lit, et un cerveau de personne qui ne lit pas. Là, aujourd'hui, les neurosciences montrent très bien les différences. Ça veut dire que lire n'est pas naturel, c'est un effort, mais c'est un effort qui creuse dans l'individu, justement, une compétence nouvelle. C'est comme si on pouvait parler du sillon de la lecture, qui est un sillon creusé par cette activité-là, mais qui n'existe pas préalablement. Donc c'est vrai que les nouvelles technologies ne peuvent pas se substituer à l'activité qui consiste à prendre le livre, se consacrer au déchiffrement du texte, etc. Et Tito, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, je pense que l'échantillon choisi, j'espère, ne représente pas l'ensemble de la société, au moins de la Martinique, parce que nous avons quand même beaucoup d'enfants qui sont très créatifs. Et par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une distance entre les parents et les enfants, surtout sur le reportage. On a l'impression que certains sont plutôt spectateurs ou bien vivent à part, dans un monde à part,
par rapport à l'univers littéraire de l'enfant. Et donc c'est le même, on va dire, c'est vrai que c'est un phénomène de société parce que c'est le même phénomène qu'il y a par rapport à la télé ou bien aux nouvelles technologies. Et ça vient vraiment, je pense, aussi du temps et de l'importance qu'on accorde à l'effet de l'image, de l'apprentissage par les médias en fait, l'image et le son par les médias qui vendent ou qui diffusent quelque chose qui est déjà plus ou moins mâché de façon à ce que les parents puissent se décharger, voilà, se libérer. Mais on a l'impression parfois dans l'impact finalement, qu'est-ce qu'on en retient, c'est que on va laisser l'internet faire l'éducation de l'enfant. En gros, c'est ce que j'ai retenu. Oui, on entend un peu. Voilà, c'est vrai. Et vous Moi, je trouve que c'est un tort de laisser Internet prendre le dessus sur l'éducation. Moi, je suis amenée à côtoyer beaucoup de familles donc qui achètent ou qui passent et qui regardent les ouvrages quand je suis en séance de dédicace ou que je suis sur le salon du livre ou notamment quand j'ai fait la Foire de Paris. Comme dit Tito, on a un échantillon là du micro-trottoir qui nous montre un exemple de parents une partie des parents qui se déchargeraient un petit peu de passer ce moment avec l'enfant. On le retrouve aussi dans l'Hexagone. En ayant fait la Foire de Paris et le Salon du Livre, vous avez aussi des parents antillais en France qui ne partagent pas ces moments avec l'enfant. Moi, je dis que la lecture construit un enfant. La lecture, c'est un partage avec la personne déjà qui va, par exemple, le petit enfant qui ne sait pas encore lire, on lui fait la lecture. On n'a pas ça dans nos traditions. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Mais ce n'est pas une raison. Les choses ont évolué. Vous avez la possibilité d'avoir les livres. On vous dit simplement, ça vient naturellement. C'est peut-être pas dans l'éducation, mais on en parle. On n'en parle peut-être pas assez, mais cet échange que le petit enfant a avec son parent, c'est un moment déjà dans la journée, dans la semaine, où l'enfant va partager ce moment avec le parent. Les illustrations parlent beaucoup d'elles-mêmes aussi, surtout avec le petit enfant qui va écouter donc au son de la voix de son parent, parce que ça peut être le papa, ça peut être la maman. On va arrêter de stéréotyper, c'est papa ou maman, tati, tonton, et des grands-parents aussi. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui partagent ces moments-là avec les enfants aussi. J'ai beaucoup de grands-parents qui achètent les ouvrages pour les mettre à la maison. Et quand les petits-enfants viennent, les grands-parents partagent ce moment-là avec les petits-enfants. Donc, arrêtons de dire que la lecture, c'est une perte de temps et tout. Il faut prendre le temps avec ses enfants. Je l'ai toujours dit, prendre le temps avec ses enfants. Et ça paie. Ça paie, bien sûr. Mais moi, je crois qu'il y a un élément, un paramètre important. Notre société ne se développe pas de manière, on va dire, uniforme, harmonieuse dans toutes ses couches. Vous avez des gens qui sont, je veux dire, plus acculturées que des couches, des catégories, parce qu'elles sont entrées plutôt dans des modes de loisirs aussi qui sont occidentaux au départ. Tout à fait. Il faut qu'on comprenne bien notre société pour accepter l'explication que je donne là, parce que je ne justifie rien. Je dis simplement que nous avons à comprendre pourquoi il y a effectivement cette catégorie de personnes qui ne... On sent bien qu'il y a c'est pas une volonté, mais Internet va prendre en charge, ou bien il ira en bibliothèque. De toute façon, elle aime ça, et donc elle va se débrouiller avec le livre. Mais le livre avec le parent n'est pas une tradition, en tout cas dans certaines couches de notre population. Et il se trouve que les parents ont structuré leur vie d'une façon qui est bien remplie, et le livre et l'enfant dont il faudrait s'occuper nécessitent qu'on redécoupe le temps différemment et qu'on dise qu'il faut du temps à consacrer à l'enfant, parce que la lecture ça prend du temps, mais aussi les questions que l'enfant va poser. Il faut qu'on ait le temps de lui consacrer du temps. Or, chez beaucoup de parents, ce temps-là
il n'apparaît pas important. On a l'impression que ça va être une perte de temps, que de lire livre-là et puis lire des justement, ou alors, justement, quand l'enfant sait déjà lire, Léo qui apprend livre-là, aller en chambre ou les livres-là, ça va avoir la paix. Voilà, sortir en pied moins, etc. Sortir en pied moins. Voilà. Et on a beaucoup de... Donc le livre, en fait, il est parfois, dans certains milieux, dans certaines familles, un objet, on va dire, un outil qui vient au secours des parents pour un peu mettre de côté l'enfant parce que on ne sait pas quoi faire avec l'enfant. Alors je veux dire, on n'est pas dans l'accusation, mais on est bien dans une volonté d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que là, nous parlons d'un petit micro-trottoir, mais nous avons ce que nous disent les bibliothécaires. Nous avons une problématique du livre, du aimer lire ou de ne pas, du pas lire du tout à la Martinique, et il faut comprendre le sens de cette problématique et son importance pour l'avenir aussi de notre population, et essayer d'analyser à quoi tient cette déficience, parce qu'il s'agit bien dans la société moderne, puisque nous sommes assimilés à une culture qui est une culture de l'écrit et du livre, et qui, dans les loisirs qui sont organisés pour les enfants, consacre un temps important à la lecture. Donc il faudrait que les populations soient amenées de manière plus, on va dire, plus générale. Parce que vous avez des couches qui le font, mais beaucoup d'autres qui ne le font pas. Et quand les enfants qui lisent se rencontrent avec des enfants qui ne lisent pas, eh bien on a parfois des situations un peu difficiles à gérer, parce qu'ils ne connaissent pas les mêmes histoires, ils n'ont pas le même fond culturel, ils n'ont pas non plus les mêmes expériences en termes de lecture. Donc ce sont des choses qu'il faudrait gérer. Mais alors pourquoi les parents peuvent juger inutile de s'asseoir là et de lire avec des enfants? Donc nous ne sommes pas dans la lecture aujourd'hui, nous sommes dans le conte, mais on va essayer de revenir au livre, puisque le conte est aujourd'hui écrit et il est aujourd'hui un véhicule de tout le système de valeurs sur lequel nous sommes alignés. Donc il faudrait que nous agissions aussi auprès de des adultes pour que cette situation évolue. Donc, je voulais juste signaler au passage par rapport justement au micro-trottoir, notre société est spécifique, c'est-à-dire qu'elle est passée d'une société orale, entre guillemets. Enfin, moi je refuse, aujourd'hui je commence à refuser le mot oral. Je préfère parler d'une société de la parole à une société de l'écrit. Mais les gens n'ont pas eu le temps de s'enraciner dans cette société de l'écrit qui a été très rapide. Et puis aujourd'hui, ils sont versés dans une société qui est dans la société du virtuel. Donc automatiquement, ces sauts, ces bonds sont tellement importants qu'il y a une espèce de, si on peut dire, presque de folie, en fait, les gens n'arrivent plus, une fracture où les gens n'arrivent plus, ils ne savent plus ce qu'il faut faire et ils tombent très facilement dans l'excès au lieu peut-être de continuer à progresser, si on peut dire, doucement, comme la société qui nous impose son dictat par le fait que nous sommes dans une société occidentale, qui fait que justement, c'est une société qui a progressé sur des siècles pour arriver aujourd'hui aux nouvelles technologies. Alors que nous sommes en moins de 150 ans. Nous sommes passés. Nous fonctionnons par des bons, mais qui sont des bons qui sont trop importants et qui perturbent psychologiquement les individus et la société. Et les phénomènes d'adaptation sont très violents. Ils sont très violents. Ils sont très violents et ils ne sont pas progressifs. Donc il y a beaucoup de choses dans cette civilisation qui pourraient vraiment créer, j'allais dire, pas seulement du lien, mais aussi une épaisseur culturelle dans les populations. Et alors les populations inculturées, c'est-à-dire celles qui sont dans les pratiques occidentales, eh bien, elles n'ont pas de mal à suivre. Mais toutes les nouvelles populations qui ont été le plus longtemps rurales, qui viennent maintenant à cette modernité-là, elles ont du mal à s'adapter à ces modes de faire, et puis à ces loisirs, parce que dans les campagnes, alors ça ne veut pas dire que les enfants n'en avaient pas de loisirs, mais dans les campagnes, eh bien, les enfants se débrouillaient, ils étaient dans la nature, ils étaient dans des jeux qui étaient ce qu'ils étaient.
construisait, mais... Il les construisait, mais voilà. sur d'autres bases. La Voilà, lecture n'était pas nécessairement voilà. au centre de ces activités-là. Voilà. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire aussi qu'en fait, on ressent quelquefois dans les familles que la lecture n'est pas nécessaire, en fait. On ne comprend pas en quoi elle est nécessaire. Voilà, c'est pas utile. Et puis du moment que l'enfant vous dit qu'il n'aime pas lire, on ne va pas essayer d'aller un petit peu plus loin, de l'inviter à lire. Parce que bon, je parlais tout à l'heure des petits enfants, mais l'enfant qui connaît déjà la lecture ou qui fait l'apprentissage de la lecture, c'est à ce moment-là qu'il faut l'inviter à s'intéresser à un style de lecture. Ça peut être conte, ça peut être aventure, ça peut être histoire, ça peut être parler de quelque chose, les animaux, même les encyclopédies. Parce qu'on ne parle pas seulement de contes et d'aventures et d'histoires. Quand on regarde avant Internet, moi j'éprouve un plaisir à faire mes recherches dans les encyclopédies. Ouvrir l'encyclopédie, faire mes recherches, recopier le texte et tout. Les enfants ne le font plus. Je travaille dans une cyberbase. Les enfants viennent faire du copier-coller. Quand ils me demandent d'imprimer le document, je regarde le document, ils laissent même les traits, le bleu, parce qu'ils n'ont même pas lu la recherche qu'ils ont faite. Donc ils ne s'intéressent pas à la recherche. Ils font le devoir que le professeur leur a demandé sans même... Quelque chose de très mécanique. Alors je leur dis, mais vous avez lu le texte que vous avez copié? De quoi il parle? Parce que je ne suis pas qu'animatrice, juste, voilà, je viens vous imprimer. Non, je m'intéresse à ce que les enfants qui viennent en cyberbase font et j'essaie de les inviter à s'intéresser aussi à la recherche. Parce que même s'il n'y a plus le livre, il n'y a plus ces encyclopédies qui prennent la place dans les bibliothèques de certains parents. Ils préfèrent regarder la place pour autre chose. Même si c'est sur le support virtuel qu'on va faire les recherches, intéresser les enfants à faire la recherche, comment faire la recherche, lire ce que vous cherchez, vous intéresser à ce que vous faites. Et il y a des intéressements et il y a une forme de... Moi, je crois qu'il faut savoir faire ça. Je crois que nous posons des analyses sur des choses. Je crois que quand les gens comprennent bien le sens des activités ou des choses qu'on leur propose, en dehors des faits de consommation rapide et de digestion rapide, je crois qu'ils savent accorder une place à ces choses-là. Moi, ce que je crois, c'est que nous relayons une civilisation qui, elle, on va dire, est assise sur ses bases. Et elle a eu le temps de venir. D'ailleurs, les bibliothécaires, donc je fais une enquête pour l'association des bibliothécaires de Martinique, les bibliothèques de Martinique, et ce que me racontent les bibliothécaires est très important, c'est-à-dire quand les petits métropolitains arrivent ici, enfin les petits Français, et quand ils arrivent ici, le lendemain, les parents les inscrivent en bibliothèque et ils en ressortent avec les bras chargés d'ouvrages. Ça fait partie de leur culture et ils y voient une sorte de nécessité. C'est inscrit dans ce qui fait partie de l'organisation de la vie d'un enfant. Chez nous, ça peut être un accident que des parents arrivent en bibliothèque, sauf les quelques-uns qui sont vraiment structurés un peu à l'occidental et qui l'utilisent et qui sortent d'ailleurs dans les salons, quand vous allez chez le médecin, etc. Les enfants sont là, ils n'ont pas un ouvrage. D'ailleurs, chez les médecins, il n'y a pratiquement jamais rien pour les enfants. Les enfants passent tout ce temps-là à gober les mouches, ou bien à attendre dans l'attente des adultes, c'est-à-dire à vivre la vie des adultes, à vivre le temps des adultes et à ne rien avoir pour s'enrichir pendant ce temps-là. Mais ça demande... C'est-à-dire qu'avant, ils auraient été dans la campagne et ils se seraient enrichis de contact avec mais là, dans ce monde urbanisé, dans ce monde déruralisé dans lequel ils ne sont plus dans des structures qui leur permettent d'inventer des jeux comme ils en avaient l'habitude dans les campagnes. Alors, donc les parents doivent changer leur mode. Mais on travaille sur les mentalités et on sait qu'elles sont très difficiles à faire évoluer. Donc c'est cela qu'il nous faut aujourd'hui, sur quoi nous réfléchissons. Mais nous ne perdons pas de vue notre thématique, nous voulons parler du conte. Et le conte, donc, on va retrouver dans le livre notamment. C'est pour ça qu'on vous parle du livre. Et
La question de la solidarité qui nous travaille beaucoup en ce moment, puisque dans la crise que nous traversons, nous avons l'impression que notre société est devenue plus individualiste que jamais et plus égoïste que jamais. Et j'ai été très surprise dans les questions que j'ai posées aux jeunes lecteurs de bibliothèque âgés entre 10 et 15 ans, de les voir écrire dans ce qui les gênait sur le compte de chez nous, de les voir parler de quater, donc plusieurs adjectifs leur étaient proposés, ou substantifs, ce n'est pas nécessairement des adjectifs, mais égoïsme, individualisme et violence. Pour le compte, et c'était très très étonnant, très frappant, ça signifie que dans quelque chose dans notre manière de construire l'imaginaire, parce que c'est ça que nous voulons interroger, nous autoproduisons cette violence que nous décrions aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons besoin donc, de l'aide de Madame, de l'éclairage d'une personne qui a travaillé sur le conte. Mais avant, je vais demander à la technique de nous faire voir un petit extrait de conte qui m'a beaucoup frappé, mais je vous dirai pourquoi. Hein, c'est Benzo, ça dure 2 minutes 40. Yeah, quick! Yeah, Pap! Yeah, Missy Quick! Yeah, Missy Quick! Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Si la cour ne dort pas, c'est Zidore qui dort à côté de la Médor, dans la maison de Théodore pour dessous d'or. Tim Tim! Ah, c'est Tim là. C'est une madame qui a vécu Marie, et Marie là était malade. Marie là a souffert, pour la coucher. Aïe mon Dieu Seigneur, la vieille Marie, il y a que moi, elle a moi tout près. Oh. Madame là a dit, ah non, tout pas dit ça, moi, c'est moi en mon place, ça va trop aimer. Quand tu es en mon place, elle a dit, ah, pas dit ça, c'est moi qui malade, laissez-moi mort. Elle a dit, ah non, moi trop aimé. Et non, si tu veux la mort, elle a dit, prends-moi en place. Oh oh. Faut vous glater, ouais, si vraiment madame a été bien aimée. Elle a été dit, madame, hé Doudou, on a senti, oui. Ah, quand on a dit qu'on l'a pas bon, d'après moi, on peut passer la journée. Ah, je suis un petit chien de raisin, Marie, a pour tirer petit bois encore. Il y a un boutique là. Alors, regardez, madame a dit, d'accord, Doudou. Pour un petit panier, hey, pour l'argent là, il y a un boutique là. Pendant madame là, elle fait commission. Quand vous avez fait, vous allez lever, il y a deux poulaillers derrière, qui ont un gros coq. Il prend coq là, il achète tout prime à coq là, tout prime, il prime coq là. Avec, il met coq là derrière porte là. Mais son coq qui est habitué à entrer en case là, toute plaît. Il ferme porte là, il redit porte là, il couche encore. Et madame là, fait bip, 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 bip. Ah, Doudou, il a apporté petit bit à la commission là-bas. Il a apporté un petit chien là-bas. Il a dit, ah, Doudou. Pendant que l'enfant tu rêves là, qu'on l'a calé même. Ouais, petit. Elle ne pas dit ça Doudou. Ah, moi, tout à l'heure même, tout à l'heure. Elle dit ça, mon Dieu, ça. Mon Dieu, Seigneur, malgré ça. Si elle a mon cavine, elle dit, prends-moi en place ça. Elle dit, ah, Doudou, enfant tu rêves là, enfant songe. Arrivé là, mon cavine chercher moi, donc, gros coq primé. Ah, il dit, moi, comme ça, moi, c'est moi qui vais chercher tout de suite pour me mettre avec. Pendant que vous avez dit ça, gros coq là, va rentrer. Et coq là, pas ni prime. Coq là, va rentrer. Les madame là, ouais, gros coq primé là, va rentrer. Et Marie a été dit, là, moi, je vais chercher dans gros coq primé. Il dit, ah, pas moi malade, non, mais malade, là, c'est gauche là, c'est gauche là, pas moi malade. Il dit, ah, bon, pas oui malade, sorti, ou dit aussi, là, moi, je vais chercher moi. Et ou quoi, vous dites, moi, pour un place. Ou pas encore, ah non, on pas envie, dis, ah ben, à part ça, c'est moi qui primé coq là. Pont moun, pas quand même, pont d'autres moun, plus qu'il y a. Tout le temps, ça dit, alors pas dire, mais on peut faire d'amour pour remplacer moi. J'écris. Voilà. Merci Hervé pour cette petite projection. Alors, je ne sais pas comment... Je ne dis rien parce que j'ai cherché, en préparant cette émission, j'ai cherché des contes pour enfants. Des contes qui émanent de notre société, de notre culture, de nos imaginaires. Et voilà, alors je ne sais pas, Fabienne. Moi, dès le départ, j'ai vu que franchement, ça n'a rien de conte pour enfants. C'est pas un conte pour enfants? Non, du tout. Et pourtant, il est entouré d'enfants. Il est entouré d'enfants. Il est entouré d'enfants. C'est curieux. Comment tu vois ça, Tito? C'est ni un conte, ni un sujet. Un sujet, pas ça. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà définir ce que c'est qu'un conte. Et ensuite,
voir comment s'inscrit la dynamique du conte dans la société, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, et dans quel registre on parle et de quel thème on parle. Voilà, donc les thèmes abordés dans cet extrait, à mon sens, ne concernent pas les enfants. D'accord, mais d'une manière générale, les thématiques qui sont abordées dans les contes ne concernent pas nos enfants. Il y a des contes quand même qui traitent de cette thématique-là. Maintenant, de l'enfant, mais... de nos contes traditionnels. Dans les contes traditionnels, oui. Mais c'est toujours quelque chose de rare. Mais c'est ce qu'on constate aussi dans la musique, dans la chanson. Bon, très peu de choses pour les enfants. Et donc, c'est vrai que au niveau de l'art en général, les contes, les productions qui s'adressent aux enfants, il y a quand même un travail au niveau théâtral qui est quand même qui est important. Et ça a toujours existé. Et avant, il y avait beaucoup de troupes de théâtre qui se produisaient dans les écoles. Et je me rappelle à l'école primaire, on avait à Trinité Beau Séjour. Je ne connais pas, je ne sais pas comment ça se passait dans les autres écoles, mais nous, chaque année, on avait au moins 1 ou 2 spectacles d'une troupe qui venait avec tout un ensemble de déguisements et qui faisait participer déjà les enfants au conte. Donc les enfants étaient quasiment, nous souvent on était pris comme acteurs, co-acteurs dans les scènes. Et on avait à la fois justement la partie parlée et la partie imagée, puisque il y avait les acteurs avec leur déguisement, et ce qu'on appelait les personnages en fait. Et donc là, je ne sais pas si ça se fait, en tout cas à l'école actuellement, je ne sais pas si ça se produit de la même manière. Donc dans le domaine du théâtre, on a préservé ou on a travaillé, mais ce sont souvent des troupes qui venaient de l'extérieur? Non, c'est-à-dire qu'il y a des troupes. Je trouve que le mouvement, on va dire, c'est un peu calmé. Enfin, c'est calmé ou bien c'est éteint. Peut-être par manque de budget des écoles ou bien. Mais ça constitue effectivement un moment d'animation et de partage, de participation active des enfants à l'établissement de l'ordre dans l'école, ou bien voilà, on en sort toujours une moralité, mais qui concerne directement les enfants, nous concernait directement. Donc moi, c'est ce que j'en retiens. Oui, mais puisqu'on parle de l'importance du conte, on va voir son rôle pédagogique. Le livre de contes maintenant, il rentre dans le cadre vraiment déjà de la littérature. C'est-à-dire qu'il y a le code de l'écriture et le code de l'image. Et c'est effectivement, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on rentre dans une technologie. Il y a tout ce qui concerne la graphologie, il y a tout ce qui va concerner la typographie. Donc quand on approche un livre par l'écriture, la lecture du texte et la lecture de l'image, il y a un double codage, un double décodage qui doit se faire. Il doit y avoir le décodage de l'image et le décodage du texte. Or, notre société martiniquaise n'est pas basée sur ce principe de décodage-là. Et donc le théâtre, pour moi, c'est le médium par excellence du conte. Il introduit la dimension de la mise en scène et de l'implication du personnage. Et il est très difficile avec un livre, enfin il faut être très habile avec un livre de faire l'enfant participer ou qu'il entre dans l'action. Voilà, donc donc c'est-à-dire c'est le travail du conteur. Donc voilà. Il n'y a pas conteur qui veut. Donc voilà, il y a un art du conteur. Exactement, il faut respecter justement la structure du conte qui se manifeste naturellement avec le conte écrit, avec le conte parlé, et qui est très difficile de faire avec
Le conte écrit. Le conte écrit. Mais voilà, on a une mise en scène, c'est du conte. Qu'est-ce que Fabienne voulait dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Par rapport au conte écrit, comme disait Tito, nous déjà dans notre langage, quand on s'exprime par exemple en créole pour raconter quelque chose, on aura une façon de faire, une façon de parler, de raconter, une gestuelle pour raconter cette histoire en créole. On peut le faire aussi avec un conte en français, mais nous, on a ça. Il faut qu'on puisse exprimer ce qui était raconté avant, donc par les conteurs, et qui est écrit maintenant. Donc il faut pouvoir l'exprimer aux enfants, et le fait de faire les troupes de théâtre venir dans les écoles pour pouvoir faire vivre les enfants aux enfants et montrer et les faire participer aussi, c'est une très bonne chose. J'ai connu effectivement, j'ai eu l'occasion de voir des troupes comme ça venir dans les écoles à Sainte-Luce, mais c'est vrai que ça fait déjà un moment. Mon fils il était petit, il a déjà 16 ans maintenant, et je ne vois plus ça, et je travaille à côté d'une école. Mais j'ai l'impression, parce que ça m'est arrivé d'avoir une demande pour présenter mes livres sur un thème dans des écoles, et que finalement, quand le professeur des écoles en parle à l'inspecteur ou l'inspectrice sur le secteur, ça a déjà été refusé, parce que soit ça ne rentre pas. Ça ne serait pas dans les projets de l'éducation alors nationale, que dans les livres en littérature jeunesse locale, vous avez pas mal de thèmes qui peuvent être abordés. Si le thème ne rentre pas dans ce qui a été prédéfini de l'Hexagone aussi, et on ne peut pas développer tout ce qu'on aurait souhaité développer ici, parce qu'on est obligé de suivre la pédagogie qui est bien instaurée. Donc je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'on a la volonté, il y a beaucoup de professeurs des écoles qui ont la volonté de faire. Donc alors des fois ils et ils arrivent à imposer le thème qu'ils souhaitent, qui se rapproche, ou comment ils ont pu faire rentrer dans le cadre de la pédagogie bien instaurée. Donc ça peut marcher. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne voit plus les troupes. Voilà, mais c'est en dehors du fait qu'il n'y a pas de financement. Bon, faut espérer qu'avec la nouvelle organisation du temps scolaire, parce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui invitent des artistes. Il faut espérer que faut encore faire le travail derrière. Nous, artistes, nous, auteurs, aller à l'encontre. Parce que moi, je dis, il ne faut pas que écrire. Faut aller vers les structures, sur le terrain, proposer des choses, même faire du bénévolat, quoi. Parce que moi, quand je présente mes livres dans les écoles, je ne demande pas de défraiement. J'ai envie de faire partager aux enfants ce que j'ai écrit, de le faire vivre. Il y a des choses à faire. Maintenant, si effectivement, je trouve qu'il n'y a pas ces troupes de théâtre qui font vivre ces contes, ces histoires et notre culture, je pense que ça vient un peu de là. Pas forcément du manque de financement. Il y a ça. Maintenant, non, mais de toutes les façons, la question, ce vers quoi on va aller là, c'est voilà, quelle place a notre culture chez nous. En fait, c'est ça. Quelle légitimité elle a, et pourquoi il faut qu'on souffre autant chaque fois, qu'on ait autant d'embûches et de difficultés chaque fois qu'on doit parler de nous. Même la langue du conte doit rester la langue du conte. Et pourtant, on voit les difficultés qu'on a avec l'institutionnalisation du créole en tant que tel. Alors on va dire, ce ne sont pas souvent les institutions, ce sont les parents. Oui, mais on a tellement, on aura tellement rabâché que la langue créole faisait des tinets qui échouaient, que tout le monde va tomber dans le canal, qu'ils en sont persuadés. Maintenant, il faut leur dire, mais non, on ne tombe pas dans le canal quand on parle créole. Eh bien, ça va, voilà. C'est un travail de voir vivre chez soi, dans sa culture. Donc la difficulté, voilà, c'est pour ça que je vais interroger maintenant Madame Valentin, parce que la question que nous nous posions, c'était ça, le conte. Ce que j'ai relevé, d'abord, c'est que le conte, c'est
c'est plus puissant que tout ce qu'on peut s'imaginer, puisque c'est la construction du conscient et de l'inconscient à la fois. Alors, puisque Christophe demandait une définition, qu'est-ce que c'est que le conte? Eh bien, c'est un récit souvent assez court de faits, d'aventures imaginaires. Voilà. Et on va parler tout à l'heure du mythe, qui est un récit populaire ou littéraire mettant en scène des êtres surhumains et des actions remarquables, et qui nous plonge donc dans cette partie mythique, mythologique de nous, que je ne sais pas comment on l'a travaillé, je ne sais même pas si nous... Non, mais j'ai entendu, j'ai lu quelque chose de glissant sur le mythe, mais je n'ai pas été convaincue du tout. Maintenant, voilà. En tout cas, on a le conte. Hein. Je ne sais pas si on a un mythe, des mythes, même les mythes fondateurs, parce que Glissant parlait des mythes fondateurs, mais je ne sais pas ce qu'on a, je ne sais pas ce qu'on donne aux enfants, et je ne sais pas comment, d'ailleurs, on construit ce fameux imaginaire dont on nous parle toute la journée. Alors, sur la question des contes, de la teneur des contes. Donc, on a écouté là Benzo, qui est entouré d'enfants, mais qui raconte effectivement quelque chose de chez lui, une histoire que les enfants ont l'air d'apprécier, qu'ils applaudissent, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils en tirent, parce que le contenu... Alors, qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi les enfants sont si absents des contes, et qu'est-ce qui s'est passé qui explique qu'en dehors de ce qu'a souligné Tito, on a bien peut-être... En musique, on n'a rien. En conte, on n'a pratiquement rien. Et puis, dans bien d'autres domaines qui construisent nos enfants, nous n'avons rien à nous. Donc, nous empruntons aux autres. Absolument. Et après, nous leur tapons dessus parce qu'ils sont aliénés. Donc, il faut qu'on fasse des choix. Alors si, enfin, effectivement, Tito demandait qu'est-ce que c'est que le conte. Tu comptes faire, oui, tu as donné une petite définition. Oui, très vrai. Ce sont des récits, mais ce sont des récits qui ont une trame. Et qui sont souvent, enfin, qui normalement, même quand on parle des contes créoles, ou on parle des contes africains, des contes européens, qui ont une trame et qui normalement répondent à un schéma. Et ce schéma-là, le plus souvent, c'est un schéma qui relève même de l'initiation. C'est-à-dire que ce sont des contes, des récits, qui vont prendre l'individu à un point A et l'emmener à un point Z, et qui vont lui donner, ce schéma-là va lui donner des clés pour pouvoir comprendre sa société, réagir en fonction des éléments qu'il a dans sa société. Donc ce sera quelque chose qui va lui apprendre à vivre. Donc à réagir. Quand on regarde le conte, enfin le petit récit qu'on a eu au niveau de la télé, il n'y a rien de tout cela. Ce qui veut donc dire que ce qu'on appelle aujourd'hui contes, enfin ce que les gens disent être les contes aujourd'hui, n'ont rien à voir avec les contes. Enfin, de façon générale, ça ne veut pas dire que tout dans son contenu pédagogique, dans son contenu initiatique, il n'a de formation, il n'a rien. Bon. J'ai trouvé, pardonnez-moi de vous couper la parole, j'ai trouvé ça un peu... Ça m'a étonné de Benzo qui raconte ce type de conte aux enfants, parce qu'il a des supports écrits plus intéressants qui parlent de personnages comme Compère Lapin, Compère Tigre et patati et patata qui ont un autre j'étais vraiment, franchement, j'ai été vraiment surprise de ce qu'il a pu raconter, parce que moi, c'est pas un conte déjà, et ce sont des blagues. Pour moi, c'est une blague qu'on raconte entre adultes, et c'est pas du tout ce qu'on peut raconter aux enfants, et c'est pas un conte. Donc, un conte, c'est un récit dont l'enfant, qui est construit, mais qui fait l'enfant traverser des épreuves et qui va l'en sortir grandi. Il va apprendre quelque chose et il saura. Alors, pas seulement l'enfant, tous les membres de la société. Parce qu'au départ, le conte, alors tu as des contes qui sont destinés aux enfants et des contes qui sont destinés aux adultes. Ce qu'il y a, c'est que dans notre société, les contes oraux n'étaient pas destinés aux enfants. Les enfants venaient écouter les contes. Généralement, les contes se disaient la nuit et dans les veillées, etc. Donc les enfants, normalement, n'étaient pas conviés aux veillées, mais ils y étaient.
Donc les enfants écoutaient les contes. Sans même qu'on les voit parfois. Sans qu'on les voit aussi. Alors, bon, il y a aussi les veillées la ligne claire, où c'était plus des gens. En fait. Tout le groupe était là, mais les thématiques qui étaient abordées n'étaient pas des thématiques qui concernaient spécifiquement les enfants. Parce qu'il faut bien comprendre que dans la société esclavagiste, qui a vu naître nos contes, qui a vu adapter le conte africain, parce que le conte africain, dans les contes africains, les contes sont destinés aux enfants, aussi aux adultes, mais aussi aux enfants. Il y a des contes spécifiques pour les enfants qui leur apprend à vivre, apprend à devenir des hommes. Et donc, dans notre société esclavagiste, effectivement, cet aspect, on peut le dire, a disparu, parce que tout compte fait, les enfants n'étaient pas considérés comme des enfants à part entière, si on peut dire. Ce n'étaient pas des enfants qui étaient destinés à être pris comme des enfants pour qu'ils puissent grandir, pour servir. Ils avaient un but précis, ces enfants. Ces enfants naissaient pour servir un projet, qui était le projet de devenir. Ils travaillaient très jeunes. Et puis, c'était des petits esclavisés. Donc, automatiquement, il n'était pas question de les entretenir. Donc, le conte lui-même qui était dit, le conte avait une fonction, si on peut dire, sociale, c'est-à-dire, mais surtout une fonction, si on peut dire, presque économique, pratiquement économique, dans le cadre de la société esclavagiste. Mais peut-être une fonction d'explication aussi de cet environnement qui était non seulement d'explication, mais surtout, c'est-à-dire que ces contes-là permettaient aux gens de mettre des mots, mais aussi de se cadrer dans cette société esclavagiste, c'est-à-dire de répondre aux injonctions de la société esclavagiste. Un petit exemple simple, par exemple, quand on nous parle de la débrouillardise, quand on regarde bien, tous les contes de Compé-Lapin, etc., ce sont des contes où on a des personnages qui répondent au schéma dont je parle, c'est-à-dire le schéma du conte classique, c'est-à-dire un conte qui est pratiquement initiatique, mais ici, dans le cas de la société esclavagiste, les personnages, donc comme Compé-Lapin, Compé-Tigre, etc., sont entrés dans le système esclavagiste, dans la société esclavagiste, pour répondre à cette société esclavagiste, pour adopter des comportements conformes à ce que leur demandait la société esclavagiste. La société esclavagiste leur disait, bon voilà, il faut te débrouiller pour survivre. Et bien voilà, on a développé la débrouillardise. On voit souvent dans les textes. Et sur le système, le système de la plantation, c'est un système qui cultive l'individualisme. Qui cultive l'individualisme et l'affrontement. Et l'affrontement, la compétition. La compétition. Voilà, et effectivement, qui ne remet pas du tout en cause la place du maître. La place du maître. Qui contourne. Voilà. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le conte qui est traditionnel, qui est remanié dans la plantation. Donc qui perd pratiquement ses objectifs initiatiques purs dans le sens de la, si on peut dire, du perfectionnement de l'être, et qui s'inscrivent dans une dynamique d'ajustement dans cette société esclavagiste. Donc cet ajustement, et c'est ce que nous avons, que nos enfants, puisqu'ils venaient, ils écoutaient les contes, même dans les veillées où les gens travaillaient au moulin, etc. Bon, les enfants étaient à côté de plus souvent des parents, même s'ils, plus ou moins, ils dormaient ou pas, mais enfin, ils étaient là. Donc, automatiquement, c'est dans cet univers-là que les enfants ont créé ce que leur imaginaire s'est développé. Un imaginaire qui, effectivement, est totalement inscrit dans ce qu'on appelle la prédation. Donc, la prédation de l'être, de l'individu, la prédation donc de l'autre, la débrouillardise, le débrouillard pas péché, le bœuf d'ouvre bois douclet, etc., etc. Donc toutes des choses qui effectivement construisent, mais construisent en négatif. Ce sont, à mon avis, les contre-valeurs. Quand on lit des contre-valeurs par rapport à la morale des contes traditionnels africains ou d'autres régions, ce sont nos contes en fait sécrètent
un système de contre-valeurs que nous n'avons finalement jamais remis en cause. Jamais. Parce que là, tu parles du conte comment les ancêtres vivaient, c'est la relation à la plantation, mais moi je vois d'abord le fait que c'est une société qui est née autour de l'adulte. En fait, voilà, autour de l'adulte, voilà. Une fois qu'on a enlevé, exterminé les Caraïbes, eh bien, les personnes qu'on fait venir sont d'abord des adultes. Oui. Et c'est une société qui va se structurer. L'enfant est un accident dans la société coloniale esclavagiste. Et en plus, il a un but. Il est destiné, quoi. Oui, mais quand il est là, c'est un accident. Quand il est là, eh bien, il faut en faire quelque chose. Voilà. Il faut l'utiliser. Et quand on va comprendre que ce qu'on peut en tirer, on va inventer les T-bands. Donc, on va le mettre au travail. Donc, on est dans une société d'adultes et la recomposition du conte africain est d'abord un phénomène qui est fait par des adultes pour des adultes. Parce que quand on lit ce qu'on nous dit dans la société africaine, lorsqu'on parle d'éducation, on pense spontanément à l'enfant. Or, les enfants sont très présents dans les contes africains. Absolument. Donc, nous avons perdu les enfants dans les contes que nous avons aujourd'hui, puisqu'on ne les retrouve pas. Et nous n'avons pas non plus de chansons pour eux, puisque dans les contes, il y avait énormément de chansons qui étaient dessinées. Et puis, dans l'autre, ce qu'on dit aussi dans les contes... c'est un endroit où les personnes apprennent comment les valeurs de la société de manière générale et qui transmettent. Donc si l'enfant, on a perdu l'enfant, on a perdu les chants, donc on n'a pas non plus de système de chansons. En dehors du théâtre qui existe aussi parce qu'on a fait beaucoup revenir des troupes françaises dans cette, à mon avis, ça a inspirer nos personnes d'ici, mais c'est d'abord pas comme à l'africaine où justement le conte est théâtralisé, était un jeu traditionnel. Donc on a perdu, et ça c'est intéressant à analyser par rapport à ce qu'on va appeler la jeunesse de la société martiniquaise. Dans cette jeunesse, il n'y a pas l'enfant. Et ça peut nous expliquer un tas de déficiences. Absolument, parce qu'effectivement l'enfant, enfin, la personne qui grandit n'a pas eu cette ressource, si on peut dire, qui façonne son cerveau en positif, mais à tous les comportements des adultes, donc qui ont, enfin, tout son cerveau a été façonné par des comportements qui sont liés uniquement aux adultes. Et aux intérêts du moment et aux intérêts du maître. Souvent aux intérêts du maître. Parce que tout compte fait, la débrouillardise, ce sont des stratégies adaptatives, mais c'est toujours des stratégies qui sont dictées par le maître, en réalité. Parce que tout compte fait, même quand la délation, c'est parce que c'est pour améliorer sa situation que celui-là va... La plantation, c'est ça. Mais par rapport aux valeurs dont tu parles là, le conte renforce la cohésion du groupe. Il développe l'esprit de solidarité. Il aide à l'intégration sociale des jeunes dans le milieu social. Il est aussi un facteur de continuité de la tradition en transmettant le patrimoine culturel. C'est presque un miracle qu'on ait réussi à garder les enfants. Absolument. Et puis dans la règle des parents, comme on le dit, parce que tout ce que nous avons va à l'encontre de ce qui est expliqué sur la fonction du conte. Voilà, absolument. Donc on comprend, à mon avis, cette fracture qu'il y a entre les jeunes et les adultes dans notre société. On la comprend parce que tout le monde a été adulte dès l'enfance. Dès l'enfance, voilà, c'est ça. Donc l'esprit ludique aussi qui pourrait donner envie de jouer avec son enfant. Cet esprit ludique-là, on l'a très peu parce qu'on n'a pas joué. On n'a pas joué avec son enfant. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on n'a pas... les enfants ont joué entre eux, mais ils n'ont pas avec les parents, il n'y a pas eu de rapport, si on peut dire, affectif, ludique, qui fait que justement... De complicité et de confiance. Exactement. Donc on comprend, parce que quand on explique aujourd'hui la fracture intergénérationnelle, on n'analyse pas, on prend la société en amont un petit peu, mais dans des années, c'est très récent, mais il faut remonter à la genèse de cette société esclavagiste coloniale. Et pour comprendre quel était le statut du groupe. Par contre, quand on regarde les photos des enfants du maître, ils jouaient, ils avaient une place, etc. Et ils avaient une enfance. L'enfance des enfants béquets existait. L'enfance des enfants africains ou descendants d'Africains n'existait pas. Et donc, on a à analyser pourquoi nous avons produit finalement un système de contre-valeurs qui ne répond pas aux besoins du lien, de la création d'un lien de solidarité.
Et pourtant, si on regarde la civilisation des mondes, c'est-à-dire toute la période post-esclavagiste, il y a eu quand même un essai de récupération de ces valeurs civilisationnelles africaines, justement, autour de la famille, hein, une famille qui était disloquée durant la période esclavagiste, mais la famille s'est recréée dans les mondes et a réutilisé, si on peut dire, le conte, etc. Mais toujours dans le cadre mais l'enfant a continué à être un petit peu comme il l'était. Toujours pareil, voilà, l'enfant a continué. Et aussi les thématiques et aussi le jeu, enfin des personnages eux-mêmes n'ont pas changé. C'est-à-dire que la philosophie du conte n'ayant pas changé, les enfants ont grandi. Donc aujourd'hui, vous allez me dire que les enfants ne lisent même plus des contes, mais jusqu'aux années 80 ou 70, fin des années 70, il y avait encore des veillées mortuaires où les gens allaient, écoutaient des contes. Maintenant, ça se fait plus. Mais on avait quand même, les enfants avaient la possibilité d'écouter des contes, de voir le jeu théâtral, etc. du conteur, même si la philosophie du conte n'avait pas évolué par rapport à l'époque esclavagiste. Donc, on transmettait toujours ces anti-valeurs, hein, ces non-valeurs, si on peut dire, amorales, qui sont passées comme des valeurs morales. C'est-à-dire que les gens ont adopté comme des valeurs morales. C'est-à-dire ce système de débrouillardise avec tous les programmes qui l'accompagnent, etc. Et cette violence qui sont proprement une création de la plantation, eh bien, c'est cela que nous interrogeons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes étonnés de la violence de notre société. Or, tous les enfants nous disent que les contes sont très violents. Très violents. Et quand on leur demande, donc la question que j'ai posée, comment voulez-vous qu'on améliore ces contes? Ils disent en mettant plus d'enfants. Voilà. Et en supprimant la violence et l'individualisme et l'égoïsme. Et ils le disent, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais parlé aux enfants de ça. Ils le disent face à leur questionnaire. Plus de douceur, plus d'empathie, plus d'enfants, etc. Et puis que les fins soient plus heureuses. Donc il y a, à la limite, ce sont les enfants, parce qu'il faut leur demander comment ils voudraient. Mais est-ce que nous produisons des contes aujourd'hui qui ont cette subtilité-là, c'est-à-dire que l'enfant, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire, mais il faut qu'il apprenne justement par sa réflexion propre à décoder les messages et à les traduire dans sa vie. Par exemple, je lisais sur un conte comme Cendrillon, je crois, on apprend à la petite fille à comprendre qu'elle va saigner à un moment, que c'est un passage à un autre stade de sa vie et que à partir de là, quelques petites gouttes de sang, ça peut faire un bébé, etc. Donc il y a une éducation des petites filles qu'on n'a pas, parce que ici les petites filles, elles sont livrées à elles-mêmes. Et j'ai demandé aussi aux enfants, aux adultes, est-ce qu'on peut faire l'éducation des enfants, éducation sexuelle? Et beaucoup d'adultes répondent que non, et les enfants aussi. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas parce que c'est un tabou culturel qui est très puissant. Donc la question, c'est à quel moment nous allons revisiter les contes, parce que, donc Fabienne va nous parler un peu des contenus qu'elle a avec Tito. Moi, j'ai pas vraiment un contenu particulier, mais comment, est-ce que ça, c'est pas un travail qu'il faut commencer? Parce que nous parlons beaucoup de soirées de contes, mais j'ai écouté ce qui se fait de plus moderne, enfin de plus récent, et j'ai retrouvé des contenus. C'est-à-dire, on considère qu'il faut répéter, parce que c'est la tradition. Il y a des traditions. Tout matrimoine traditionnel n'est pas bon forcément à sauvegarder. Comment on le revisite? Et ça, je l'écris depuis 1980. Et donc, et à l'époque, il y avait déjà un travail qui se faisait, qui avait commencé à se faire pour la réécriture des contes, la réécriture des thématiques, des philosophies, etc. Mais tout le monde est reparti dans une espèce de déliquescence et les gens n'ont pas compris que c'est là qu'il fallait. On est dans l'imaginaire. C'est-à-dire ce qui va donner le système de lien, le système de lien qui va diriger nos relations, enfin qui va être en tout cas
sous-tendre nos relations. Et on s'étonne qu'il y ait de la violence, qu'il y ait ça n'a pas rapproché. Et puis aussi de la distance entre les générations. Ça n'a pas rapproché les générations, c'est ce que je voulais dire. Donc, quelle complicité, quelle méthode, quelle technique, voilà. Fabienne, comment écrivez-vous pour les enfants aujourd'hui? Alors moi, ce ne sont pas des contes. Hein? Ce ne sont pas des contes, ce sont des aventures en fait. Comme je disais tout à l'heure, à travers mes personnages, vous allez découvrir un environnement, le partage, la famille. J'essaie de remettre ça au goût du jour. Ce partage, la famille, vous avez les parents, les grands-parents. Ce sont des scènes de vie, de chez nous. Qui pourraient paraître simples, mais qui sont tellement importantes au développement aussi de l'enfant. Parce que si on retrouve, on a pas mal de jeunes adultes dans la rue ou de jeunes enfants dans la rue. On critique souvent qu'ils soient dans la rue et qu'ils fassent des bêtises, qu'ils soient délinquants et tout, mais c'est une génération qui a manqué d'amour, de partage, d'affection. Qui continue à manquer d'amour. Tout à fait, et qui ne sait même pas, à la limite, vous expliquer ce que c'est que l'amour ou l'affection, puisque ce sont des enfants qui n'ont pas eu ce type de sentiments. Voilà, alors mes personnages vont inviter justement la famille, les parents à faire découvrir aux enfants ces valeurs-là, tout en revenant aussi sur quelques vestiges du passé. Mes personnages vivent à notre époque, avec les valeurs d'antan. Les valeurs d'antan, l'environnement d'antan, parce que ça se passe souvent à la campagne, où on est beaucoup en contact avec la nature, les animaux. Voilà, c'est ce que j'aime faire, et je n'ai pas la prétention de changer le monde, mais véhiculer des valeurs, rajoutant aussi des traditions, redécouvrir aussi des lieux. Et l'amour, l'affection, ça vous l'exprimez comment dans le lien dans l'ouvrage? Par exemple, je peux vous raconter une petite scène. Par exemple, dans Roger, la petite poule Jem, vous avez cet échange que Roger aura avec son grand-père qui va l'aider à construire une caloche, donc un poulailler, pour sa petite poule que son oncle lui a offert. Vous avez cet échange avec la grand-mère qui va l'aider à trouver un petit nom pour la poule et aussi parler de la race de la poule, donc de la poule Jem. Donc apprendre un peu aussi à dire, mais c'est les choses. Oui, non seulement ça peut être pédagogique parce que bon, vous avez des scènes où je parle de choses qui peuvent être développées aussi même à l'école, mais vous avez ce partage de la famille qui me tient à cœur. Mais parfois on est dans la famille, mais on est chacun on est un petit peu sur son compte à soi. Il y a une espèce de pudeur grande qui fait que voilà. Mais il faut faire attention. Mais dire des mots doux, dire est-ce que l'enfant n'a pas envie d'entendre Yishmoué, ma mère. Voilà, c'est ça, oui, absolument. Comment on le dirait dans un texte aux enfants? Alors, dans un texte... Si j'ai dit ma chérie, je ne sais pas, moi, en fait, qu'on dirait. Moi, on va surtout le voir à travers les illustrations et à travers les textes. Mais par exemple, quand on parlait avant, l'enfant, chez moi, n'a pas posé la question à sa grand-mère. Dis-moi, grand-maman, dis-moi, mais en fait, bonne maman, c'est quelque chose qui date, c'est vieux. Mais c'est un mot qui est tellement important. C'est enraciné. C'est enraciné. Bonne maman, c'est ce qu'on disait. Bonne maman. Aujourd'hui, c'est mamie. Et puis l'enfant, et puis les grands-parents disaient aussi ti doudou moi. Voilà. Alors moi, dans mes livres, elle va répondre à Roger, mais Ishmoué. Voilà, c'est ça. Mais c'est simple, mais Ishmoué. Ça et l'intonation, de l'affection et de l'amour. Et puis après, bien sûr, le parent qui aura cette culture en lui pourra véhiculer la manière de raconter à l'enfant ou de partager cette lecture-là avec l'enfant, parce que l'enfant qui sait lire va dire « Eh bien, mais mamie ou bien papi ou bien tonton, tati, maman, papa, mais je ne comprends pas ce mot-là. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment ?» et tout, ou dans les illustrations « Pourquoi tel truc ?»
Ouais, c'est ça. C'est un échange, c'est un partage. Qui dit échange, qui dit partage, dit véhicule de sentiments. Mais moi, je crois qu'il faudrait véhiculer de l'affection. Mais moi, je crois qu'il faudrait apprendre aux parents à faire à avoir cette démarche. Donc, il y aura nécessité que... Je fais ce travail dès que je suis en contact avec les parents et pourtant, il ne faut pas les agresser. Non, pourtant, il ne faut pas les vexer. Absolument. Parce Donc, ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. À cet âge-là, on n'apprend pas comme on apprend. Mais enfin, il faudrait que nos parents, les parents de nos enfants, comprennent qu'il y a un effort à faire parce que dans ce domaine-là, nous sommes un peu largués. Maintenant, on a abordé les questions, le système de valeurs, des contes qui se perpétuent, mais qui véhiculent une idéologie qui détricote le lien social, qui maintient la fracture entre les générations, et on a surtout des thématiques qui ne répondent pas aux préoccupations des enfants. Des enfants, voilà. Puisqu'on est dans des mondes, dans les thèmes que les enfants m'ont signalés dans l'enquête, eh bien, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont complètement en dehors de ce que les adultes, le monde des adultes vit. Alors, pardon. Oui, ça me fait penser à quelque chose. Vous avez parlé de violence dans les contes. On me racontait une histoire quand j'étais petite et c'est mon livre qui sort prochainement dans quelques jours. Pas de fine, grandir les pieds pour boudin. Sans le savoir, j'ai revéhiculé une petite forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça violence, parce que l'histoire c'est que quand le gamin a mangé trop de goyave, parce que sa mère lui avait dit de ne pas s'arrêter en chemin, d'aller faire les commissions, ne pas s'arrêter en chemin, il s'est arrêté, il a mangé trop de goyave et boudin est pété pot. Alors est-ce que c'est une forme de violence? Je me pose la question. Non, c'est pas ça la violence, c'est pas dans cela que les enfants sentent la violence. C'est dans les rapports entre les... Parce que quand tu regardes Barbe Bleue, par rapport à moi aussi, non, ça c'est non, ça c'est la voracité est toujours punie. C'est ça, ça illustre un petit proverbe. Merci d'avoir répondu à ma question. Non, ça illustre ça. Mais je voulais poser à Christophe la question sur la question de l'imaginaire. Donc nous avons parlé des contenus, mais il y a aussi la représentation, Christophe. Et nous savons que nos enfants noirs, je veux dire chromatiquement, ont été beaucoup absents de nos littératures. C'est pour ça que j'avais beaucoup tenu à ce que Isis soit une petite fille qui se reconnaissent aussi, voilà. Et je ne vous dis pas, Christophe ne m'a pas gâté comme il a gâté, mais regardez comment il la dessine, c'est magnifique. Mais bon, il n'y en a qu'un. Alors tout le monde réclame plus de dessins pour la poupée d'Isis. Alors pourquoi c'est nécessaire aussi de représenter des enfants au chocolat? Parce qu'on ne les voit pas. Déjà, je voudrais réagir par rapport au proverbe. D'accord. Au proverbe, c'est vrai que les proverbes issus des contes ont entraîné des comportements principalement de méfiance et de tromperie. Exactement. Et on retrouve ça dans le langage de façon systématique des grands. Absolument. Donc au niveau de la parole, on a une intériorisation de certains réflexes, voilà, qui sont quasiment... mais qui sont appris dès l'enfance. Qui sont appris voilà, dès l'enfance et qui mûrissent. Donc, on apprend à travers les proverbes à se méfier. À se méfier l'un de l'autre. Mais c'est pour ça qu'on dit, sociologiquement, un peuple ne tombe pas du ciel. Sociologiquement, nous sommes des constructions. Et quand nous voyons les défauts que nous avons, il faut les interroger sociologiquement et ne pas considérer que ce sont les gens qui sont malveillants ou méchants. Voilà, donc là, nous avons la preuve que nous sommes construits pour nous déconstruire, nous découdre. Donc voilà pourquoi il faut réfléchir sur le conte et proposer d'autres modèles de pensée. C'est vrai que dans la société occidentale, bon, on va dire que il faut quand même oser critiquer ce qui est bon et critiquer ce qui est mauvais. Et c'est vrai que c'est plus facile de faire dans un pays qui a la culture du livre ou la culture de la technologie, qui accepte les critiques et qui accepte des critiques dans les deux sens pour que la profession ait une démarche de qualité dans ce qu'elle transmet comme produit à la communauté. Et c'est vrai que souvent ici on laisse faire.
on n'ose pas critiquer puisque après derrière on est dans le puni fond aussi sévèrement quand on critique chez nous. On est puni alors que la critique devrait toujours déjà être positive. Donc le premier conte qu'il faudrait inventer, ce serait un conte qui permette d'accepter la critique. D'accepter la critique. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra déjà progresser et évoluer. Et alors la lumière clignote, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. Est-ce que sur la question de la représentation, parce que c'est l'imaginaire aussi ça. Alors l'image, étant donné justement que j'ai fait ce constat, ça s'est imposé en fait. Je me suis rendu compte que l'imaginaire va être très difficilement interprétable par l'enfant actuel contemporain et qu'il faudrait retravailler les bases fondamentales. Et c'est pour ça que sur le travail que m'a proposé Valérie, il s'agissait justement de recadrer des bases fondamentales comme un partage entre amis ou des sorties à la rivière qui font renaître, voilà, après quand on grandit on se rappelle de moments et voilà, donc c'est déjà une première approche qu'il faut effectivement s'approprier et le fait d'illustrer des Antillais qui passent des moments de vie, c'est une richesse, c'est monumental, il faut le faire parce qu'aucune communauté ne peut le faire à part nous. Voilà, et donc il y a un travail, donc un gros travail technique qui est fait de mon côté. Pour représenter que les enfants se voient, que les gens se voient. Et dernière dimension, parce qu'on est encore au niveau de la manière de faire, le deuxième aspect, c'est qu'après il faut aller le raconter. D'accord. Ben voilà. Les adultes se retrouvent beaucoup absolument dans ce qu'on raconte. Mais je suis persuadée. Ça leur rappelle des choses et ils vont pouvoir partager. Voilà. Se dire, oh mais tiens, c'est vrai, je faisais ça aussi. Oui. Quand on voit Maddy assise et la maman de Maddy est en train de la coiffer, les gens me disent, eh bien mon Dieu, mais c'est ça, Mimi c'est comme ça, un anti bon, pas de vaseline, on va te et puis mon Dieu, on va te pleurer, on va te râler, je vais moi et tout. Les adultes sourient et se rappellent et pourront raconter à leurs enfants. Voilà, mais le conte doit ramener nos adultes à leur enfance pour les assouplir. Tout à fait. Parce que les rigidités, donc on va devoir terminer. Dites un petit mot parce que la lumière clignote déjà vraiment fort. Un petit mot chacun pour finir. Alors, de toutes les façons, comme je dis, bon, il faut, comme je disais, on ne peut pas tout garder d'un patrimoine. Même si c'est un patrimoine traditionnel, etc. Il y a des choses, parce qu'il faut connaître la naissance de la société, dans les conditions dans lesquelles nous sommes nés, il y a des choses que nous ne pouvons pas garder. Il nous faut absolument faire une croix dessus et les revisiter. Voilà. Christophe? Mais on ne dit pas, on ne peut pas convaincre un groupe de gens de faire la paix en montrant une image avec un fusil. Un fusil, voilà. Tout à fait. Et nos contes, c'est un peu... oui, c'est ça, c'est des fusils en bas-feuille. Et pour raconter aux enfants, pour que les enfants lisent, il faut lire devant eux. Il faut lire avec eux aussi. Voilà. Écoutez, moi je vais dire que c'est ma pierre à l'édifice que j'apporte. Je ne suis pas bien vieille, mais tout ce que j'ai pu voir de mon enfance et partager avec les personnes âgées de ma famille, je vais le retransmettre à travers mes ouvrages, le faire partager. Et donc, moi j'ai dit, c'est un peu de moi, on peut construire. Un peu de vous, un peu de nous aux Antilles. Et on peut construire, on peut reconstruire ou proposer quelque chose de plus doux à nos enfants. Voilà, vous voyez la musique est là, qui nous dit taisez-vous enfin. Voilà, nous allons arrêter là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc nous aimerions éventuellement continuer la thématique si l'occasion se présente. En tout cas, on a ouvert une petite brèche dans un domaine qui n'est pas très interrogé. Pourquoi nos enfants n'ont-ils pas de musique à eux? Pourquoi n'avons-nous pas de chanteurs pour enfants à la Martinique? Pourquoi les contes ont évacué les enfants? Et pourquoi nos enfants vivent-ils encore des vies d'adultes? Et pourquoi la fracture entre les adultes et les enfants est encore si grande? Voilà des sujets de réflexion. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec mes invités. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. En tout cas, bonne fête de fin d'année. Et puis, joyeux réveillon s'il faut aller jusque-là. À bientôt.